Bonjour Clara, Bonjour Seb. merci d'être là sur Tech 45 dans le studio Orso Média pour parler de ton sujet, tes sujets de prédilection, puisque tu es une experte en relations presse, en conseil stratégique. C'est la première fois qu'on fait ça sur ce podcast, et même d'ailleurs c'est assez rare, tout podcast confondu, d'aller comme ça dans les coulisses de la com, du branding, du storytelling, qui vaut de l'or aujourd'hui. Quelle histoire on raconte. Donc, tu accompagnes des startups, des fonds depuis des années dans tous ces moments clés qui sont la levée de fonds, le lancement évidemment, le passage à l'échelle, quand on quitte la France, on sort de ses frontières pour adresser des marchés, le rebranding aussi évidemment. Et donc, tu as travaillé, c'est vrai, avec. On va faire un peu de name dropping, et puis tu reviendras quand tu voudras. Ça va t'évoquer de bons souvenirs, j'imagine, la plupart du temps. Sora, Wise, Payfit, tu as bossé avec Blablacar, tu as bossé pour La Fourchette, Food Chéri, Legora, Cure 51 très récemment, que tu as amené ici sur Tech 45, super fondateur. Arca Science, des fonds, on le disait, donc Atomico ou Axel, pour ne citer que. Et donc aujourd'hui, avec toi, ce que je te propose, c'est de parler d'un sujet essentiel, c'est pour ça que je t'ai invité, qui est souvent d'ailleurs assez mal compris par les entrepreneurs. Comment une start-up se construit, comment elle construit aussi son image, sa crédibilité à l'instant T, à court, à moyen, à long terme, et comment toi, tu vas les aider à raconter cette histoire, à trouver le bon angle. Ça fait penser un petit peu aussi aux médias, à la création de contenu, au journalisme que j'ai bien connu. Ouais. Comment tu te distingues quand il y a beaucoup de monde face à toi, beaucoup de bruit, et la French Tech, c'est souvent le cas. Comment on attrape les trucs qui fonctionnent, comment on sent l'air du temps, comment on construit aussi parfois une narration qui va accompagner une augmentation de capital, un tour, une levée, cette croissance à l'étranger, ou quand on veut tout simplement, on est sur un marché qui n'existe pas et on veut devenir catégorie leader, donc soit face à des futurs concurrents, soit des gens qui sont comme nous sur la ligne de départ. Donc c'est beaucoup de choses à voir en 3 quarts d'heure. Est-ce que tu relèves le défi, Clara? Tout à fait. Bon, merci. D'un mot, toi tu viens d'où? Tu faisais quoi avant ta boîte, donc Third Eye Media, troisième œil. Troisième œil, intuition. Voilà. Tu faisais quoi avant? Comment tu tombes dans les relations presse, dans le conseil stratégique? Raconte-nous un peu. Alors écoute, en fait, j'ai fait des études assez généralistes en sciences politiques. D'abord aux États-Unis à Brown et puis ensuite à Sciences Po ici à Paris. Et je suis tombée un peu dans la communication puisque le premier job que j'ai eu après Sciences Po, c'était un job dans une agence de com anglaise ici à Paris, où j'ai vraiment un peu fait mes dents sur tout ce qui était développer un communiqué de presse, pitcher, etc. Donc très tôt, j'avais le nez dans les journaux, les headlines, et puis comprendre comment pitcher une histoire et comment capitaliser sur un cycle médiatique. C'est ce que j'ai appris juste en sortant de l'université. Suite à ça, j'ai été recrutée chez Google. À la base, on m'a interviewée, je ne le savais pas, pour un poste en France. Et puis, on a bifurqué ma candidature vers un job à Londres. Parce que j'étais multilingue et que j'avais donc un peu cette compréhension, ou cette capacité en tout cas, au niveau régional. Donc, j'ai pris un job chez Google, j'étais chez eux pendant 4 ans. Multilingue, français-anglais, ou il y avait d'autres langues Il y déjà? avait plus de langues, c'était pan-européen. Donc je m'occupais... T'adores apprendre les langues, je crois. Oui, je parle Ouais. 6 langues. À Wow. peu près. Je dis 6 parce que les autres, je les baragouine À trop peu mal. près. Alors, t'as dit, c'est quoi? Français, anglais, espagnol, italien, portugais. Mon allemand qui est assez rusty. Et puis, il y en a d'autres. Ok, génial. Et du coup, ça m'a permis en fait d'avoir ce job un peu pan-européen pour Google, où je m'occupais en fait de relayer pour certains produits qui étaient des produits à problème, des produits chauds comme Google Books et Google News. Je relayais les campagnes dans nos marchés en Europe. Et donc, il y avait pas mal de réactifs, puisque par exemple, pour citer que le marché français, il y avait des procès avec La Martinière et d'autres associations d'éditeurs. Et il y avait beaucoup de proactifs, justement. Donc ça, c'était une expérience qui m'a appris à vraiment ce que c'est que le campaigning en com. Après ce job-là, j'ai rejoint Accel Partners, leur bureau londonien, où j'ai relayé en fait certaines des premières annonces de levée de fonds européennes. Et à cette époque-là, justement, tu le disais tout à l'heure, mais j'ai par exemple accompagné Accel sur l'annonce de série B de Blablacar. On a fait aussi une annonce pour Supercell, qui était donc la maison mère de Angry Birds. On a fait aussi l'annonce pour La Fourchette, parmi d'autres. Donc c'est vraiment L'annonce de l'exit?
Non, c'était des annonces de levée. Ah, de levée, fois, ok. Avant, ok. Ouais, des séries A ou des séries B. Voilà. Et donc, j'ai passé environ 1 an chez Axel. Et ensuite, j'ai rejoint iZettle, qui est donc ils détestaient qu'on les appelle le Square de l'Europe, mais cette solution de paiement mobile basée en Suède. Et ils m'ont recruté juste après avoir levé une série B pour faire de l'expansion. Donc, je les ai aidés à se lancer au Mexique et au Brésil. Et ensuite, j'ai repris les rênes un peu de la com pan-européenne, qui était quelque chose que je savais assez bien faire. Voilà. Et en fait, après 3 ans chez iZettle, c'est là que j'ai décidé de faire le saut. Je me suis dit que je voulais un changement, pas seulement de job, mais je voulais un changement plus profond, plus structurel. Et donc, j'ai un peu pris mes clics et mes claques et je suis partie au Portugal avant que qui que ce soit ne comprenne pourquoi. Dans quelle année? 2014. D'accord. Oui, parce que tu es à la bougeotte, hein. Je ne l'ai pas dit dans ta mini-bio au début, mais j'ai pas mal bougé. T'es partout et nulle part, quoi. Et en fait, tu bosses en remote à 100%. Ouais, je bosse en remote à 100%, ce qui est aussi une force parce que, comme tu le vois, je suis régulièrement à Paris, je passe beaucoup à Londres, donc j'arrive à, comment dirais-je, garder le pouls des marchés avec lesquels je travaille, pardon, et puis en même temps garder le relationnel client, journaliste, et puis nos partenaires avec lesquels on travaille chez Threela Media, parce qu'en fait, on a un système très agile, où finalement on a des partenaires à la demande sur certains des marchés qu'on peut activer pour des projets one-shot ou alors pour des projets plus long terme. C'est ça qui nous a permis d'accompagner par exemple un Sorar d'une levée en seed de 4 millions jusqu'à un super round de 680 millions de dollars avec SoftBank. Qui était à l'époque la plus grosse levée ever de la French Tech. 680 millions de dollars. Et je crois la plus grosse levée crypto ou NFT, Web3 ou NFT aussi. Elle avait battu un record qui a été battu très peu après, hein, parce que c'était une période aussi très chaude pour le Web3. Comment tu te définis, toi, face à ces clients-là? T'es la super DIRCOM, t'es RP, donc relations presse, t'es relations publiques, t'es en français ou en anglais, comme tu veux. Comment tu te définis ton rôle? C'est une très bonne question, parce que finalement... Parce que tu interviens sur un scope très large, quand même. Oui, en fait, j'interviens sur un scope qui est la stratégie de positionnement d'une start-up quand elle est en haute croissance. Dans un cas, par exemple, comme Sorar et d'autres, en fait, finalement, le rôle devient presque un rôle hybride où on dirait en anglais « acting in-house ». C'est comme si j'étais presque en filigrane, je suis la personne in-house. Oui, parce que quand tu dis strat, c'est que tu vas définir avec eux les messages, le positionnement, où est-ce qu'on va aller porter cette voix, mais tu vas faire le service après-vente. C'est-à-dire que souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Une fois que tu as donné la strat, c'est plus ton sujet. Toi, si, tu vas aller après les connecter avec les bons médias, les bons créateurs de contenu, les faire parler dans les bons endroits, dans exactement. Les bons salons, les bons events qui pèsent. C'est ça, parce qu'en fait, on arrive à accompagner... y compris dans la dimension de l'exécution, comme tu viens de le dire, puisqu'on a des partenaires à la demande. Donc, par exemple, avec Sorar, quand ils sont venus nous demander de les accompagner pour une levée de 4 millions en seed, ma recommandation en tant que Threela Media tout de suite, c'était de dire quel est le scope géographique de présence et de demande de votre produit aujourd'hui? Où sont les fans qui sont déjà en ligne un peu de manière organique et où finalement cette annonce de levée, si on arrive à inclure dans la levée l'engouement des fans, le fait qu'il y a déjà des équipes que probablement on ne connaît pas, des équipes de foot qui sont très régionales, sont dedans, mais ça va créer un angle local. Et donc, comment maximiser le scope de votre annonce? Pourquoi est-ce que c'est important en early stage de faire ça? Dans des cas comme ça, c'est que finalement... ça va non seulement permettre de faire l'annonce qui va signaler à vos investisseurs que vous avez levé, donc il faut prêter attention, mais aussi ça donne un signal au marché de scalabilité. Ça montre que vous êtes déjà en train de montrer les signaux en early stage que vous êtes capable de scaler en gros. Toi, t'appliques où est-ce qu'on dit depuis peut-être une dizaine d'années, mais que très peu d'acteurs ont réussi à mettre en musique, c'est le fameux pensée globale dès le départ. On n'est pas une boîte limitée à Paris, à la French Tech. On a potentiellement un produit qui peut s'exporter tout de suite, quoi. C'est vrai. Et quelque part, ça me fait penser que finalement, je pense que c'est un des avantages de l'Europe qui n'est pas assez exprimé. En Europe, on est dans un écosystème très fragmenté, que ça soit légal, linguistique, comme on vient de le voir,
et à toutes sortes de niveaux. Et donc finalement... Même la monnaie. Oui, même la monnaie. L'Angleterre, la Suède, la Suisse, on n'a pas les mêmes monnaies. Hein. Exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que finalement, un entrepreneur ambitieux en Europe, il va devoir construire son produit de manière... Enfin, il va devoir penser l'international, penser les obstacles à la fragmentation depuis le début. Et c'est pour ça qu'un iZettle a réussi à scaler en Amérique latine et que Square n'a pas réussi. C'est parce qu'un iZettle qui est suédois, déjà en Scandinavie, c'était un casse-tête de pouvoir s'étendre dans la région. Chaque système bancaire dans chaque marché européen était un autre casse-tête. Et le temps qu'ils arrivent, entre guillemets, à regarder l'Amérique latine, ils avaient déjà résolu certains problèmes de scalabilité. Sans aller jusqu'au LATAM, Clara, toi, tu dirais qu'il y a au moins un playbook européen ou pas ? Dans quel sens ? Pour arriver à ce que tu proposes, d'être, de casser les barrières. Alors, je sais pas si j'ai bien compris la question avec Playbook, mais je dirais que ce qu'il y a en Europe, c'est que justement, il y a ce potentiel, qui est souvent avéré d'ailleurs, d'avoir des produits qui sont très bien conçus pour s'internationaliser. Et je pense que les secteurs qui sont archi-régulés, tels que la fintech, l'assurance, ce genre de... ou même, je dirais même le médical, où les demandes en termes de privacité en Europe sont bien supérieures, on voit des catégories où l'Europe... en fait, a un vrai avantage. En tout cas, si tu restes sur l'Europe, j'imagine que toi, qui connais beaucoup de journalistes, etc., c'est pas du tout les mêmes attentes, les mêmes cultures en fonction des pays. Italie, UK ou France, toi, tu vas savoir qu'est-ce qui marche pas dans tel ou tel pays. L'entrepreneur, lui, qui part de Paris ou de Marseille, il en a aucune idée, quoi. Ouais. Et alors, dans les grandes lignes, pour répondre à ça, je dirais qu'il y a déjà une division entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on peut être beaucoup plus promotionnel. Les médias sont beaucoup moins exigeants. En Europe, on ne vous permet pas de leur envoyer un billet qu'on appelle press release, enfin qu'on appelle communiqué de presse et qui n'est pas informatif avec une actualité, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais qu'en Europe, il y a toujours la division entre Londres et le continent. Parce que l'Angleterre, je dirais que c'est un marché beaucoup plus compétitif, vu que l'anglais est une langue globale. La demande est bien supérieure en Angleterre par rapport à tous les marchés du continent. Et la troisième différence, je dirais, c'est entre le nord et le sud de l'Europe. Le sud de l'Europe, il y a moins de volume d'histoires de business. Donc, par exemple, si on va s'étendre en Italie ou en Espagne ou au Portugal, on peut s'attendre à beaucoup plus d'engouement de la presse parce qu'il y a un peu en fait finalement cette réaction de waouh, ils nous ont choisis nous, ils sont venus dans notre pays déjà aussitôt et donc on va écrire parce que ça nous intéresse qu'ils soient venus en Espagne. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus en Espagne aussitôt ? Pourquoi ils nous ont choisis nous ? Donc ça créera un volume de presse supérieur généralement. Quand tu rencontres un entrepreneur, tu essaies de comprendre effectivement l'angle. Ouais. Comment, tu regardes quoi en premier ? Qu'est-ce que tu vas analyser là ? Alors, il y a plein de cas de figure. On peut avoir un entrepreneur qui arrive avec une story, mais je dirais, avec une annonce à faire. Mais avant toute chose, je dirais que ce que je regarde, c'est d'abord la personne, sa connexion au produit, sa conviction en lui-même, à son produit, sa passion. Parce que tout ça, ce sont des choses qui permettent en fait de construire un narratif qui est authentique. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est absolument passionné par son produit et quelqu'un qui a dit « Ah, mais j'ai remarqué que les fintechs, ça marche bien. Moi aussi, je vais en construire une qui est à peu près la sœur jumelle de telle, etc. » Ça se ressent aussi dans l'énergie de l'entrepreneur. Et l'intention derrière de la personne qui va copier, c'est « J'aimerais pouvoir cash out assez rapidement ». L'intention de la personne passionnée qui essaie de briser des barrières pour réparer des problèmes réels, sociétaux, elle vient avec une autre intention, une autre énergie. Donc ça se traduit dans les médias aussi. Et ça, toi, rapidement, tu vas faire le distinguo entre celui qui veut faire un coup, celui qui a une rupture, une intuition marketing, face à celui qui est habité, entre guillemets, qui veut, changer le monde ou révolutionner une catégorie, quoi. Oui, en tout cas, on essaye de faire ça et je dirais que c'est presque comme d'être dans le siège du VC, c'est-à-dire on a la passion de l'entrepreneur, mais parfois, elle ne va pas toujours se traduire dans une exécution impeccable ou excellente ou très, très bonne ou suffisamment bonne pour pouvoir percer dans le marché. Ça peut arriver aussi, hein. Comment tu fais le distinguo il est sur une bonne vague et... Ouais, non, c'est pas structurel. C'est la mode et dans 6 mois, ça va retomber. Donc, je vois pas l'intérêt de l'accompagner, de m'investir, entre guillemets, avec lui.
Je pense que moi, ce qui me fait refuser, par exemple, un client, c'est le manque de storytelling. T'as pas assez de matière, t'as pas assez de biscuits, de choses à raconter, Ouais, pas assez de choses. crédibles pour tes interlocuteurs, médias notamment. Exactement. Tu sais qu'on va droit dans le mur, quoi. Personne n'en voudra de son Ouais, histoire. c'est impitchable. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, quelqu'un qui a quelque chose qui est difficile à pitcher, mais on sait que ça pourra être intéressant pour la presse spécialisée et on pourrait obtenir des résultats, mais pas dans la presse mainstream. Mais la personne vient et dans son mail d'intro, la première ligne dit on aimerait TechCrunch et puis les échos. Et c'est pas calable dans ce genre de médias-là. Donc en fait, il y a un vrai décalage entre les attentes de la personne et ce qui est possible de produire en termes de résultats. Ça, je trouve, ça aussi, c'est une grande différence entre le monde anglo-saxon et l'Europe continentale. On voit qu'il y a encore un sacré effort d'éducation pour que les gens comprennent que c'est pas parce que tu payes une agence que tu obtiens l'article que tu souhaites. La presse est libre, ils ont des guidelines éditoriales, et puis même, par exemple, si une histoire peut les intéresser, ils ne sont pas à l'abri d'avoir un scoop le jour même qui fait qu'ils sont obligés de demote, comme on dit, déprioritiser votre histoire, et du coup, peut-être qu'elle ne verra jamais le jour. Donc ça, ce sont des choses, c'est le jeu. C'est la loi des médias, entre guillemets. Donc ça, ce sont des choses où souvent on est obligé d'éduquer les clients encore beaucoup plus souvent en Europe continentale que dans le monde anglo-saxon. Comment t'expliques ça? Pourquoi on est en retard là-dessus? Pourquoi on comprend pas? Pourquoi les clients sont impatients? Ils attendent. Clara, ça fait Je 6 pense mois, 8 mois qu'on bosse ensemble, je comprends pas. qu'on n'a pas une headline, on n'a pas fait la couverture. Je pense que c'est culturel. Je pense que les anglo-saxons, c'est vraiment dans leur ADN de se pitcher, de se présenter. Ah, c'est un peu cet archétype du Steve Jobs qui sait très bien parler, se mettre sur scène, etc. Il ne faut pas oublier que finalement, les médias modernes viennent de l'Angleterre. La BBC était la toute première. Et ce système de newswire et de dispatching global des médias, etc., c'est quelque chose qui est vraiment dominé par le monde anglo-saxon. Je pense que dans les autres cultures, ça fonctionne un peu différemment. On est moins à se pitcher, donc on a moins une compréhension un peu subliminale de ce que c'est que le marketing et le fonctionnement des médias. Bon, donc toi, tu interviens sur pas mal de stages, hein, donc amorçage, série A et plus. Est-ce que tu veux nous prendre un exemple là, marquant d'une boîte que tu as accompagnée, où tu es arrivé à un moment charnière, où il y a eu pas mal de boulot, et puis les fruits de la retombée, de cette construction là, du storytelling qui ont suivi derrière? Oui, bah, j'ai déjà mentionné pas mal Sorar, mais je pense que c'était un des exemples les plus grisants pour nous, donc de commencer à travailler avec eux au niveau du site de 4 millions, où encore une fois, on leur a recommandé de maximiser le footprint géographique dès les premiers jours. Et donc finalement, ils ont annoncé en 6 langues et 6 marchés en Europe très tôt. Et ensuite, bon, on connaît l'ascension extraordinaire de la boîte. On les a accompagnés donc sur chaque round de levée. On a aussi fait pour eux, dans certains marchés, je veux dire de l'Italie à la Belgique, à l'Argentine ou au Brésil, des annonces de clubs de foot qui rentraient sur Sorar. Enfin, c'était extraordinaire. Et puis, on a fait des annonces de partenariat aussi globales, comme celle de Gérard Piquet, Serena Williams, Kylian Mbappé. Tout ça avec notre agence qui est en fait à géométrie variable, où on faisait rentrer les partenaires à Sao Paulo ou à Milan ou à Stockholm. Ou en Turquie aussi, on a fait des annonces aussi en Turquie. C'est quoi, où tu sais pas, d'ailleurs, j'ai participé il y a 5-6 ans à la création d'un fonds qui s'appelle Teampact Ventures, et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir l'impact qu'ont ces athlètes sur les entrepreneurs, et pas que dans la Sportec, pas que dans le foot. On a vu récemment, tu vois, un Alan dans lequel d'ailleurs on avait investi à l'époque, qui a fait venir comme ambassadeur Mbappé. Tu vois, ils ont pris le footballeur français le plus incroyable. Bien sûr. Ils l'ont mis tu vois, sur une keynote il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est un ambassadeur. Tu vas sur le site d'Alan, tu as Mbappé, tu vois, qui est en une, qui t'accueille, quoi. Et comment t'expliques ce pouvoir-là, et comment toi, tu les as conseillés sur attention, là, c'est intéressant, là, c'est à contre-emploi, ou je ne vous conseille pas forcément de vous associer à tel ou tel profil? Alors, je dirais que c'est souvent, en fait, s'assurer de toujours être aligné avec l'ADN du produit et les valeurs.
du produit. Et donc là, c'est comme ça que ça permet, par exemple, de choisir les ambassadeurs qui sont, qui représentent en fait, qui vivent les valeurs de votre produit. Un autre exemple, justement, alors l'Egora avec lesquels nous on a travaillé, je t'en dis plus dans un instant, mais sur ce sujet-là, ils se sont associés avec Jude Law. Là récemment, et ça c'était aussi un bon exemple de notoriété et d'assises et de crédibilité. L'Egora, ouais, donc énorme licorne. Oui. Ils sont d'où, rappelle-moi déjà? Alors l'Egora, en fait, maintenant ils sont valorisés à 5,5 milliards. Wow. Non mais je veux dire, la boîte, elle est installée dans quel pays à la base? Ils sont suédois. Suédois, ok, ça marche. Ouais, depuis 2023. C'est Legal Tech. C'est une legal tech. Ouais. Et alors, nous, en fait, on a été appelés, Third Eye Media a été appelé pour les aider avec une annonce de deux choses. La première, c'était leur levée de fonds. Et en même temps que cette levée de fonds de série B, annoncer leur rebrand. Et donc, c'était un repositionnement de l'Egora qui finalement, je pense, en regardant de manière rétrospective, je pense qu'ils avaient démarré un peu trop humble, un peu trop modeste. Et donc, quand ils ont changé leur nom de Leia à l'Egora, ils ont aussi repositionné et assis cette vision très ambitieuse qui fait d'eux un leader de catégorie. Et donc, ce qui a été extraordinaire, c'est que donc, ce rebrand, qu'à nouveau, on a conseillé à l'Egora de maximiser le footprint géographique, encore une fois, pour signaliser au marché ce potentiel d'échelle. Ce qui a été extraordinaire, c'est que moins de 18 mois plus tard, ils ont levé 550 millions de dollars à une valorisation de 5,5 milliards. Et après ça... Ouais. Très récemment, ils ont reçu un follow-on round de Nvidia et Atlassian, qui sont rentrés au capital aussi. Ok. Ouais, donc, et alors, c'est une boîte qui est relativement jeune, quoi. Elle a quelques années. Oui, je crois que c'est 2023. Waouh, t'imagines? Ouais. Ok. Ouais, 2023. En 3 ans, boum, 5 milliards, tu dis, de valo maintenant, quoi. 5,5, ouais. Bon, c'est beau. Donc, voilà, ça nous fait deux beaux exemples là. Je te propose aussi de nous intéresser à des clients que tu as accompagnés vraiment tout récemment. Je le disais tout à l'heure, il y a Cure51 que tu as amené ici, rappelle-moi. Nicolas Volikov. Oui, je l'appelais Christian, mais je voyais que ça n'allait pas. Donc Nicolas, qui est venu nous parler de sa bataille contre le cancer via les survivants, en regardant, tiens, au bout de tel ou tel traitement, ces personnes-là, ces malades-là sont encore là. Donc qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi dans leur ADN, leur façon de bien réagir et de se battre contre la maladie? Donc passionnant. Comment t'accompagnes des boîtes comme ça? Alors là, pour le coup, tu as du storytelling. Là, tu as une histoire à dérouler, à expliquer qui est formidable. Oui, exactement. Et alors, Cure51, c'est une autre société qui vraiment rentre dans le marché comme un changement de paradigme. Parce que comme l'explique Nicolas mieux que moi, en fait, ils prennent le problème à l'envers. Au lieu de regarder les malades, ils se concentrent sur les survivants. Et ils disent finalement, qu'est-ce qui existe déjà dans la biologie de ces survivants qui leur permet de vaincre le cancer? Et comment est-ce qu'on peut scaler comment on peut s'inspirer de ces survivants? Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour aller le répliquer et le donner aux autres, quoi? Est-ce qu'on peut carrément isoler les signaux biologiques pour les répliquer? Exactement. Donc, eux, ils ont aussi un profil d'acteurs qui changent le paradigme dans une catégorie. Alors eux, effectivement, le storytelling est assez incroyable. Et donc, ce qu'on a beaucoup fait avec eux, c'est se concentrer sur des témoignages de survivants qu'on a pu pousser dans plusieurs marchés. Et alors, ce qui est d'assez extraordinaire avec les témoignages de survivants, c'est qu'à chaque fois qu'on en obtient de la couverture média, d'autres survivants démarchent Cure51 et ça leur permet d'augmenter leur database parce qu'en fait, les survivants découvrent l'existence de cette société et ça permet d'amplifier le database. Hyper intéressant. Moi, j'aimerais aussi t'entendre sur l'internationalisation, puisque ça fait partie des éléments pour lesquels on vient te solliciter, Clara. Il y a eu pas mal d'invités qui sont venus ici avant toi et qui sont maintenant aux US, un peu à New York, beaucoup à San Francisco. Ça va être des Grégoire Gambato, ça va être Lucas d'Hyperline qui s'y installe cet été, Jean-Louis de Gladia dans le Speech to Text, donc d'OPALIA, ça c'était l'an dernier. C'est quand ces boîtes là, françaises ou européennes veulent se faire un nom, veulent exister aux US,
C'est quoi le chemin? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ou pas faire? Très bonne question. Alors, je dirais, la première chose que je dirais, et qui est quelque chose qu'on fait de manière vraiment systématique, c'est le plus tôt possible obtenir de la couverture presse en anglais. Donc, par exemple, pour une levée en seed ou une levée en série A, on va immédiatement, que la société soit italienne, allemande, française, etc., on va s'occuper évidemment de disséminer l'info dans leur marché et on va faire écho de cette news en anglais. Et par exemple, pour des startups assez jeunes, ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite pitcher la presse, ce que j'appelle la presse pan-européenne anglophone. Donc, ça va de Sifted à Tech.eu, EU Startup, Startup Reporter, etc. Tous ces titres-là. Et également, on va démarcher, et ça c'est assez crucial à mon sens, les newsletters américaines de la Silicon Valley qui sont spécialisées en VC. Donc là, c'est Fortune Term Sheet, PitchBook, Strictly VC, Axios Pro Rata, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait? Vous levez 4 millions et des Américains sont au courant. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on construit la notoriété. C'est que, l'audience d'investisseurs globale est maintenant informée, et 2, en termes de SEO, c'est le jour et la nuit. Enfin, je veux dire... Mais ça, personne ne le fait. Enfin, toi, tu es dans la ligue, c'est même pas la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions, mais c'est le top, quoi, top 1%, top 0,1% qui fait ça, non? Écoute, je sais pas. C'est tous tes clients, mais je veux dire, par rapport au marché, tu vois bien Moi, que c'est c'est 100% l'exception. des clients, oui. Ouais, Oui, oui, c'est l'exception, tu es d'accord? absolument. Je pense Alors que qu'on est en 2026, quoi. Ouais, mais je Ouais. pense que les gens commencent à comprendre que ça devient important. La faute à qui, jusqu'à maintenant, de ne pas l'avoir fait? À tes confrères, aux entrepreneurs qui n'ont pas encore le mindset, qui rêvent de YC, mais qui ne font pas le début du quart de ce qu'il faudrait faire? Ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Pas forcément comprendre les médias, penser, OK, on est en France, on va lancer en France, on veut les échos, sans penser plus loin. Et dire finalement, si on a les échos, mais aussi, et ça ne peut être que ce que j'appelle des médias tier 2, ça n'a pas besoin d'être le plus grand titre, tier 1, ça peut être tier 2, ça crée une audience globale tout de suite. Et donc ça, je trouve que c'est absolument essentiel. Parce que pour un anglo-saxon, VC, médias, ou voilà, personne de l'écosystème, s'il est à Londres, ou encore plus peut-être aux US, le fait d'avoir ton article dans les échos ou d'être sur BFM le matin ou le soir, c'est peanuts. Enfin, ça vaut rien. Aucune importance dans l'éternité pour les Américains, ça c'est sûr. En revanche, tous ces profils-là, ils reçoivent la term sheet. Ils lisent Access Pro Rata, ils les ouvrent, ces newsletters-là. C'est les 3 ou 4 newsletters qui leur donnent vraiment le tempo et la température de l'écosystème. Et donc, justement, le fait que, par exemple, une start-up française ou une start-up espagnole ou hollandaise apparaissent dans Fortune Term Sheet, bah pour eux, c'est un travail de présélection qui a été fait. Ok, très clair. Pour préparer cet entretien, je sais que tu m'as dit, voilà, parfois la meilleure façon de pratiquer les RP, c'est de rien dire. Oui. Tu dirais que c'est dans quel cas, ça, qu'il vaut mieux se taire? La force du silence. Je dirais, premièrement, les médias, enfin, à toi, je t'apprends rien, mais les médias sont très cycliques. Donc, il faut laisser respirer les médias entre les annonces. Donc, premièrement, si on a des annonces à faire avec des communiqués de presse, il faut laisser au moins 6 à 8 semaines entre chacune des annonces, je dirais. Et ça encore, ce sont des temps courts. Si on est apparu dans les échos le 1er septembre, le 1er novembre, les échos nous diront probablement non, à 95%, à moins qu'on ait justement une annonce à faire avec Kylian Mbappé ou autre chose. Mais donc, cette idée de cycle et de donner des temps de respiration, ça c'est une première chose. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, avec le développement de la voix et du profil d'un fondateur ou d'une société, il y a aussi, il faut pouvoir valoriser la régularité. Donc, c'est comme s'il y avait presque 2 trames. La première trame que je viens d'expliquer, où il faut laisser des temps de silence. Et il y a une deuxième trame qui est notre propre création de contenu. Et ça peut être, par exemple, des tribunes signées par nous, enfin par la société. Ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être comme des contenus de fond qui ne sont pas autour de news chaudes, etc. Et ça, c'est important de garder une régularité. Donc, de pouvoir régulièrement offrir un article d'opinion qui assoit ma vision dans mon domaine, et puis d'être actif sur LinkedIn et autres.
Signé par nous, la tribune, c'était un lapsus révélateur ou pas? Est-ce que tu écris à la place de tes clients ou Ah non? bah souvent on les aide à rédiger. Alors ce Ouais, qu'on fait, c'est que la chose classique, c'est un intake call où ok. on prend donc le download des idées, la structure qu'ils veulent donner, et on les aide souvent à Donc c'est rédiger. leur message, tu le rédiges, et eux, ils valident, ils tamponnent derrière, quoi. Oui, je dirais à 70% des cas. On a des clients qui souhaitent rédiger eux-mêmes, mais oui, souvent on les aide à rédiger. Bon, on est quasiment dans une masterclass, je sais pas pourquoi je dis quasiment, donc je propose, il nous reste un petit quart d'heure, de peut-être de te faire des questions, parce que j'en ai encore plein sous le coude, en rafale, et puis après, comme ça, tu me fais des réponses, si tu peux, le plus courtes possible, Génial. et comme ça, on est très concret donc pour celles et ceux qui nous écoutent. Comment tu distinguerais, toi, le signal du bruit médiatique en général? Je pense que on parlait du silence à l'instant. Ne communiquer que quand on a des choses à dire Ok. ou une valeur à ajouter. Donc ouais, on prend la parole si on a un message, si on pense que ça peut être pertinent, pas juste pour se faire plaisir ou pour dire coucou, coucou, je suis là, quoi. Exactement. Euh, que se passe-t-il après une grosse annonce quand voilà, c'est cool, on a parlé de nous parce qu'on a fait venir Mbappé, parce qu'on a levé 4 millions, 400 millions, et pendant 3 mois, 6 mois, plus personne ne veut parler de nous. Est-ce que comment tu gères ça ou comment il faut que ton client le gère? Alors pour moi, ça c'est un des moments les plus stratégiques. On a des clients qui, par exemple, vont nous recruter pour le one shot, justement, juste faire l'annonce, et ensuite dire bon, merci beaucoup, on a eu une couverture fantastique, on est ravis, ciao. C'est en fait un moment crucial sur lequel on peut capitaliser parce que l'info est chaude, la perception de la société et du fondateur est assez sexy, et donc c'est le moment de pitcher pour des panels, c'est le moment d'envoyer des tribunes, c'est le moment de faire tout ça ou dire est-ce que vous souhaitez une interview, 3 questions A, etc. Et elles vont prendre beaucoup plus parce que comme on vient d'avoir une couverture presse significative, encore une fois, ça signale au marché. Comme on dit en anglais, media brings more media, coverage brings coverage. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir capitaliser en post-launch. Il faut occuper l'espace parce qu'il y a une longue trend et que là, on est dans le truc. Enfin, on est identifié, on a fait du bruit récemment et du coup, c'est le Exactement. moment de garder le manche, quoi. Et justement, alors on parlait de Cure 51, par exemple, après leur levée, on les a tout de suite pitchés pour des positions de prise de parole. Et on a obtenu un keynote pour eux, ce qui est très prestigieux, Où ça? difficile à obtenir. Dans quel cadre? Alors, c'était à Health Amsterdam, qui Ok. est en fait un groupe américain, mais ils ont un volet européen de leur sommet et ils ont fait une dérogation et accepté Nicolas en format keynote sur la main stage. Un client content, il va te juger sur quel type de résultat? C'est du quanti, c'est du quali, il veut ses 37 parutions, ou au contraire, s'il a son capital M6 ou 20 heures de TF1, il te fout la paix, il est content royal, quoi. J'allais dire, Ça dépend du client. ouais, ça dépend complètement du client. Il y a des clients qui veulent du chiffre, entre guillemets. Il y en a qui veulent du qualitatif. Et il y en a qui comprennent que les PR, c'est un jeu un peu de slow burn et que ça peut prendre du moyen ou du long terme et que finalement, générer le footprint est déjà suffisant pour eux dans un premier temps. Donc ça dépend vraiment du client. Le facteur célébrité, on a évoqué Mbappé, on se rappelle aussi des sœurs Williams, tu vois, chez WeWard, chez Sora aussi, je crois d'ailleurs. Oui, Euh, absolument. comment ça fonctionne, tu vois, Alors ça, pour est-ce répondre... qu'automatiquement je bénéficie, enfin moi entrepreneur, ma start-up, de l'image de ce sportif parce que c'est cool, il est ambassadeur ou il a mis un ticket chez moi et donc ça va déteindre, j'ai profité de Oui, son awareness. ça crée ce qu'on appelle du capital social. L'association de ta marque avec un Kylian Mbappé ou avec une Serena Williams, ça crée du capital social. En plus, assez pérenne, parce que les stars, elles sont très suivies. Donc, finalement, ça va avoir un impact qui peut durer à moyen terme. Donc, oui, c'est toujours très utile. Pour tes clients, comment ils gèrent la pression là, des méga rounds? Oui, alors... je pense que on en parlait un peu en off, mais il y a un peu cet avant et après si on a reçu un ticket de SoftBank. On disait ça. Et donc, je pense que les sociétés qui réussissent, c'est celles qui
indépendamment du chiffre levé, restent très concentrés sur leurs objectifs et sur l'exécution. Le risque, quand on a beaucoup de cash, c'est de le dépenser pas forcément de la manière la plus raisonnable. Et je pense que les sociétés qui réussissent à long terme, en tout cas de ce que j'observe, c'est celles qui restent vraiment, comment dire en anglais, laser focused sur leur exécution. Ça a été pendant longtemps, tu sais, le royaume du SaaS. Enfin, il fallait être dans le SaaS, etc. Bon, c'est un petit peu moins la mode aujourd'hui, mais est-ce que tu aides aussi tes entrepreneurs à suivre les tendances du financement et du VC en disant, bah, tiens, là, on va allumer telle ou telle lumière, là, on va pas forcément faire le focus là-dessus, parce que c'est plus, le SaaS, là, c'est un peu challengé par l'IA, ou au contraire, mettre beaucoup d'IA, parce que même si on n'en fait pas tellement, un deck sans IA en 2026, c'est mort, on ne lèvera jamais d'argent. Enfin, tu les aides là-dessus? Oui, je les aide sur un peu ce qu'on... Oui, c'est immatériel, mais c'est l'air du temps. Une des choses que j'aime beaucoup recommander aux entrepreneurs, c'est que, par exemple, même s'ils peuvent être dans un secteur très niche, par exemple le domaine de la santé, où c'est, encore une fois, on disait c'était très régulé, ou le domaine de l'assurance, ou etc., de les inviter à s'exprimer sur le business building, sur l'entrepreneuriat, sur comment est-ce qu'eux construisent leur boîte. Et ça crée un signal aussi sur le marché pour les VC. Ça leur met la puce à l'oreille. Tiens, lui, il est en train de parler de comment il scale, comment il se lance à l'étranger. Ça, ce sont à mon sens, ce sont des tribunes de valeur. Le moment que tu préfères, toi, à quel moment tu préfères qu'on t'appelle sur le stage d'une startup? Je dirais que l'idéal, c'est série A and beyond. Dans le sens où série A, c'est plus probable que le client ne s'arrête pas au one-shot et donc nous permettre justement de capitaliser sur cette phase post-levée qui nous permet de faire énormément de choses. T'es déjà allé jusqu'à l'IPO? Pas encore. Non, je ne suis pas allée jusqu'à l'IPO. C'est bien, il te reste des trucs à faire encore. Voilà. Et à l'inverse, alors, est-ce que tu as des boîtes qui t'appellent quasiment zéro, ça veut rien dire, mais en tout cas, elles sont pas connues. Il y a eu 0 article sur elles. Uh-huh. Parce que c'est un repeat founder et que il a lâché sa boîte d'avant et qu'il se lance sur un truc, ou même pas, c'est sa première boîte. Ouais. Est-ce que, et là, par quel bout tu prends ça? Comment on fait, quoi? Ah oui, alors ça nous arrive souvent d'avoir des clients comme ça qui arrivent en très early stage. Et ce qu'on essaye de leur offrir, c'est du profiling, du positionnement pour créer un footprint qui va justement appeler les investisseurs. Je pense qu'en très early stage, même si ce n'est pas le plus lucratif pour nous, comme tu me demandais à l'instant... Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas payer? Ils n'ont pas d'argent? Ou carrément, tu le fais gratuitement, quoi? Non, c'est pas que je le fais gratuitement, mais avant l'amorçage, oui, ils n'ont pas beaucoup de fonds. Donc on est aussi un petit peu obligé d'être créatif. Tu t'adaptes, ouais, ok. Je m'adapte, mais je dirais que ça crée un différenciateur immense. Je veux dire, avant l'amorçage, quand il y a plusieurs compétiteurs dans une catégorie et que, par exemple, les VC sont en train de regarder 6 ou 7, et il y en a une qui a un profile dans un blog startup où il articule très bien sa vision, ça fait quand même une différence. Oui, mais sauf que c'est une question aussi avant tout de confiance. C'est pas facile de créer la confiance quand tu pars de la ligne de départ, quoi. Sauf, encore une fois, si tu as un super track record, mais c'est pas toujours le cas. Exactement, et je pense que c'est là où la presse peut jouer un rôle... Ah, ça crédibilise encore le côté vu dans le journal, vu à la télé. Exactement, beaucoup plus que nos propres chaînes. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui poste sur son LinkedIn en disant « Regardez ma boîte » versus il y a un profil, même dans une publication modeste, mais il a convaincu un journaliste d'écrire sur lui, donc ça, c'est très différent. Et les VC hors France, j'ai envie de dire, eux, comment ils screenent tout ça? Qu'est-ce qu'ils regardent pays par pays? Qu'est-ce qu'ils attendent de voir? Je pense que c'est là où c'est très important d'avoir justement cette couverture en anglais. Mm-hmm. Parce que si vous êtes un VC en Allemagne ou en Suède, vous lisez l'activité VC de votre pays et ensuite vous lisez les newsletters que je citais tout à l'heure. Donc, en fait, en termes de découvrabilité, de notoriété, d'impact, je pense que c'est game changing. Tu dirais que c'est le talon d'Achille des entrepreneurs français encore, ou européens, de rester trop sur des marchés locaux et pas penser au coup d'après? En fait, c'est un peu la poule et l'œuf, dans le sens où ça nous arrive aussi de recevoir des appels assez early stage d'une startup qui nous dit « Voilà, on est en Espagne ». Et on lève des fonds et on aimerait faire des PR aussi en Angleterre, en Allemagne et en France parce qu'on compte s'y lancer. Mais j'ai aucun angle.
J'ai rien, moi, pour travailler les médias anglais. Alors, la presse européenne anglophone, c'est différent de la presse anglaise aussi. Donc, quand on me dit on veut un lancement en Angleterre, c'est pas tech.eu. C'est les pages tech du Guardian, c'est London Loves Business, Business Daily, UKTN. Ce sont des outlets qui n'ont rien à voir en fait avec la presse pan-européenne qui couvre l'activité pan-européenne. Donc, Et toi, tu es en contact avec tous ces gens-là? oui, de manière à peu près régulière, ouais. Pour terminer, tu dis qu'il y a une forme de piège sur la French Tech ou la hype Frenchy. Comment tu définirais ça? Alors, je dirais que, en fait, il y a un côté très positif et puis il y a un côté peut-être un petit peu moins positif de la force de la marque de la French Tech. Je pense que la marque, vraiment, la France a fait un bon boulot pour asseoir cette marque de manière internationale et donc s'associer à la French Tech, c'est vraiment un gage de crédibilité. Encore une fois, ça fait sortir la start-up française du lot d'être associée à la French Tech. Et en même temps, se rappeler que la French Tech, c'est pas une fin en soi. Et que c'est important justement de se souvenir que si on a des ambitions globales, il faut pouvoir adresser cette audience globale le plus tôt possible. Et justement, la passerelle de cette presse pan-européenne anglophone et des newsletters de VC de la Silicon Valley qui, par définition, veulent couvrir de manière globale, c'est une très bonne passerelle. Et il faut s'en servir le plus tôt possible. Donc la French Tech, pour se lancer, pour se développer très bien, à un moment donné, il faut prendre son envol, ses ailes et être tech tout court, quoi. Et un peu moins French. Mm-hmm. En tout cas, dans l'ADN, on peut rester français si on veut, mais voilà, on peut garder la French touch, mais il faut s'internationaliser dans sa vocation à... Génial, Clara. Un dernier conseil, allez, tiens, pour ceux qui t'écoutent, entrepreneurs, wannabe entrepreneurs ou autres qui évoluent là-dedans et qui nous écoutent, tiens, sur la façon dont ils peuvent se raconter ou raconter leur histoire, tu dirais, là, qu'est-ce qu'il faut faire en mai 2026 là? Je dirais que c'est un conseil qui n'est pas forcément pour mai 2026, mais en général, l'histoire de la fondation de la boîte peut être très impactante. Souvent, quand justement on est face à des sociétés qui sont vraiment des game changers, comme on dirait, ils résolvent un problème très concret. Et ils se sont trouvés face à ce problème de manière très vivide. Et donc de pouvoir raconter cette histoire, ça assoit tout de suite la crédibilité, l'authenticité et justement ce facteur passion et vision de l'entrepreneur. Comme quoi le storytelling, hein, ça marche encore. Absolument. Merci beaucoup, Clara, pour déjà nous avoir raconté voilà, ton histoire, la façon dont tu as accompagné ces boîtes, ces fonds, le portfolio aussi des sociétés de gestion en Europe, et puis tous les tips que tu nous as délivrés là, au fil de l'épisode. Merci à toi. Merci à bientôt. beaucoup, Seb. Ciao, ciao.